On est aujourd'hui le mercredi 6 Kislev, on est le 18 novembre. Le cours sera aujourd'hui pour la famille Atoueti, David et Chava, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Lucie, Rachel, Bat-Zina, Eliaou ben Kamra pour la refoua de Yitzhak ben Aloua, de Yaakov ben Zina pour la réussite de Yitzhak ben Zina et de Marlouf ben Yaakov, ainsi que pour la guérison totale de Yaakov ben Bedika, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Dominique, Ruth, Simcha, Bat, Zemou, qui aujourd'hui aurait eu 37 ans. Tienishmata Tsroura, Betzror Achaïm. Donc, c'était pas vraiment prévu, j'ai annoncé cours de paracha, sans doute qu'on arrivera à rattacher ce qui va être dit aujourd'hui à la paracha, mais il faut dire que depuis dimanche dernier, depuis mon intervention sur ce qui s'était passé au Bataclan, il y a eu tellement de nouveautés, tellement de choses très très importantes, et je sais que, et vous savez aussi que notre devoir en tant qu'enseignant, en tant que maître de la Torah, n'est pas de transmettre du savoir, mais essentiellement de permettre de donner suffisamment de clés pour déchiffrer ce qui se passe. Et d'ailleurs, comme je l'ai d'ailleurs expliqué dans un autre cours hier, la Torah elle-même s'appelle Ze Sefer Toldot HaAdam. Je suis le livre qui explique l'histoire de l'homme. La Torah n'est pas une religion, n'est pas une spiritualité. La Torah est essentiellement ce qui nous permet d'ouvrir profondément et de comprendre l'histoire. Et pourquoi faut-il comprendre profondément l'histoire? Parce qu'à l'intérieur de cette profondeur, qui n'est bien sûr pas visible pour la presque quasi-totalité des humains, à l'intérieur de cette profondeur se cache finalement le plan d'Hachem, le plan du maître du monde et son projet. Et donc quand on arrive à comprendre l'histoire en profondeur, on arrive à se connecter au projet. Alors, je vais construire mon intervention en évoquant différentes choses aujourd'hui, encore une fois qui auront apparemment toutes trait à l'actualité, mais derrière ça, bien sûr, se cache encore une fois la vision profonde de la Torah. Alors quand j'ai fait ce cours dimanche où l'idée globale était de parler donc d'une alliance ultra secrète entre finalement une partie de l'Occident et Ishmaël, en particulier les mouvements islamistes radicaux, on a bien sûr construit tout ce cours pas uniquement sur des impressions et des sentiments, mais sur la Torah. Et après, on peut accepter, pas accepter, aimer, pas aimer, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, bon, vu le nombre impressionnant de vues déjà de ce cours sur le site et un peu partout sur YouTube, on est déjà à des dizaines et des dizaines de milliers en quelques jours sur le site 12 000 et sur les YouTube, etc., des dizaines de milliers. Donc apparemment, c'est quelque chose qui interpelle. Et au moment donc où j'ai fait ce cours dimanche, je suis content que Eric est rentré parce que Eric, juste à la fin du cours, m'a dit écoutez Rav, je peux le dire à haute voix, parce que bon, je veux dire, c'est très respectable de ton côté. Bon, moi, j'aime pas trop la théorie du complot. Et j'étais sûr que tu allais le dire parce que tu ne pouvais pas ne pas le dire. Tu n'es pas le seul, c'est évident qu'énormément de gens ont trouvé le cours très intéressant, mais bon, cette petite note, cette petite pointe du complot, ça ne plaît pas trop aux gens. Moi, je sais pourquoi ça ne plaît pas aux gens. J'exclus Eric de ce que je vais dire, mais généralement, ça ne plaît pas aux gens parce que les gens ont peur face à l'idée de quelque chose qui se passe derrière leur dos. Et donc, on préfère d'autres thèses que celle-là. Mais quoi qu'il en soit, on va justement voir aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est très très impressionnant, vous le savez tous aujourd'hui, un peu plus de 24 heures après mon cours de dimanche, c'était très précisément lundi en fin d'après-midi, en début de soirée, a commencé à une rapidité inimaginable à circuler sur le net un texte, personne ne savait d'où il venait, un texte, tu n'étais pas au courant, Eric? C'est sur de Daesh? Oui, oui. Si, les vérifications ont été faites. Non, pas du Yalkout, du Rav. Même. Comment? C'est de Pelé à Kadmoné. Oui. Non, ils ont trouvé la source, c'est un alum qui a été écrit. Comment? C'est un alum qui a été écrit par une yeshiva récemment. Non, c'est sur un texte. Le texte est entre les mains de Chabad à Brooklyn, d'un Rav. Si, absolument. Bon, je vais moi sur cette thèse-là parce que j'ai vérifié personnellement.
il a été repris après. Il y a effectivement, on a cherché, j'aurais pas fait ce cours si j'étais pas absolument sûr. Il faut vraiment vérifier parce que... Au début, ils ont dit que c'était un texte qui venait du Yalkut Shimoni. Après, ils ont démenti. Ils ont retrouvé le texte. Le texte a été transmis à Hidabrut, au Rav Zamir Cohen, qu'on ne peut en aucun cas soupçonner de s'amuser à lancer des choses claires. C'est eux, c'est Hidabrut. Tu sais aussi bien que moi que c'est un site d'un sérieux inimaginable. C'est Hidabrut qui a lancé ça après vérification. Ils l'ont reçu eux-mêmes de Brooklyn. Et je vais vous expliquer comment ce texte-là est arrivé à Brooklyn. Comment ? Mais comment ? Surtout ce qu'il dit ce texte. Voilà, on n'a pas commencé encore. Mais c'est effectivement ce qui a induit en erreur. Bon, je vais revenir après à l'essentiel. C'est qu'effectivement, personne ne savait qu'un rave s'en était servi. On ne connaît même pas ce rave-là dans un halon à lui, etc. Mais ça vient du fameux rave russe dont les textes avaient été confisqués par les bolcheviks, qui ont été rachetés, comme on le sait, par les Chassidei Chabad. Depuis, ça fait 30 ans ou 40 ans que les Chassidei Chabad rachètent des milliers de livres confisqués par les bolcheviks. Et ce livre-là a été libéré il y a quelques mois. Et il est arrivé, donc, il y a quelques semaines, il est arrivé à Hidabrut. Et Hidabrut, je ne sais pas pourquoi, c'est sur leur Atara, eux. Hidabrut, sans la permission de Rav Zamir Cohen, jamais ils auraient fait une chose pareille. Et si Rav Zamir Cohen l'a fait sortir encore une fois, pour moi, c'est une référence, comme si tu disais, je ne sais pas, au niveau du sérieux et de l'authenticité. Et donc, on va en revenir à ce texte-là. Bon, de toute façon, je vais te dire même plus que ça, Eric. Je vais te dire quoi ? Tu sais quoi, ça ne me dérange même pas qu'il y ait un vicouar, si c'est un authentique ou pas, parce que, justement, les choses sont tellement énormes que tant mieux qu'il y ait un flou. Mais on va y arriver. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est pas que c'est pas authentique. La question, c'est est-ce que c'est une source qui est antérieure, qui date de dizaines ou de centaines d'années, ou c'est quelque chose qui date de quelques années, c'est ça ? De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Et parce que de toute façon, bon, on va y arriver parce que je vois que la plupart des gens, de toute façon, n'ont pas compris de quoi on parle. Mais ce n'est pas grave. Vous allez tous comprendre dans quelques instants. En tous les cas, lundi, ça aussi c'est intéressant. Pourquoi Dafka lundi ? Personne n'était au courant de ce texte-là. Déjà, rien que le fait providentiel est déjà intéressant. Tout d'un coup, lundi après-midi, en fin d'après-midi, donc c'était au lendemain de mon cours, comme un tsunami, moi j'en reçois un toutes les minutes, parce que bon, je suis en contact avec des milliers de personnes, donc personne ne sait que j'ai déjà reçu. Et sur le WhatsApp, sur le site, j'imagine que tout le monde le reçoit aussi. Eric l'a reçu, Nathan l'a reçu aussi, tout le monde en parle. Tout d'un coup arrive un texte photocopié et qui dit quelque chose que je vais lire, mais qui parle de Daesh. Apparemment, ce texte date d'un auteur qui a vécu il y a 250 ans en Russie, dont les écrits avaient été confisqués, qui parle de Daesh, et qui parle de Daesh exactement comme on le vit aujourd'hui. Et alors, on va lire ce texte-là. Ce texte-là est absolument incroyable. Donc, je vous laisse le plus intéressant pour la fin. Regardez ce que dit ce texte-là. Alors, ce texte a été... Donc, d'après les sources que moi j'ai vérifiées, puisque moi je le sais depuis lundi après-midi, j'ai hésité jusqu'à aujourd'hui, j'ai voulu faire encore quelques vérifications avec Nathan, je vous les dirai, des échanges qu'on a eus hier, et seulement quand j'étais sûr et certain, après avoir vérifié, je vais vous montrer jusqu'où a été mon souci d'honnêteté et d'authenticité, en posant des questions très précises à Nathan, dont j'ai eu la réponse hier, pour vérifier au niveau de l'écriture de Daesh, et seulement après je me suis dit, bon, je fais ce cours. Le texte a été donc écrit par un dénommé Tzadik, Rabbi Eliezer Metchachnovka, donc apparemment un russe, qui a vécu à peu près il y a 250 ans. Et quelle est l'origine de ce texte, d'après les sources que moi j'ai, après vérification ? Encore une fois, je pourrais vous lire toute ma correspondance avec l'un de ceux en qui j'ai confiance qui me l'a envoyé. Je lui dis que je veux absolument que tu me retrouves les sources d'où vient ce texte. Il a fait ses recherches, il a trouvé que c'était sur le site de Hidabrut, qu'il y avait l'acquiescement du Rav Zamir Cohen, donc ça, c'est très sérieux. Et donc, après enquête, il s'avère que quoi ? C'est un des milliers de livres qui avaient été confisqués à l'époque de Staline dans toutes les librairies juives de l'époque, qui étaient dans des librairies prisons et qui, au fur et à mesure, surtout avec le rabbi, le dernier rabbi de Chabad, ont été rachetés ou libérés les uns après les autres, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, et qui sont récupérés, donc qui vont directement de Moscou, qui vont à Kronheitz, à Brooklyn, et puis après, là-bas, les livres qui sont plutôt d'auteurs Lubavitch, etc., restent là-bas, et d'autres, et après, ils sont diffusés dans le monde entier. Et donc, ce livre-là,
aurait été lui-même libéré il y a quelques mois, et le temps qu'on le lise et qu'on se rende compte ce qu'il y a dedans, ce tsiloum, cette photocopie de cette page-là, aurait commencé à être diffusé dans le monde, et comme par hasard, le tsunami, on pourrait dire, informatique, arrive lundi en fin d'après-midi. Donc au lendemain de mon cours, je ne connaissais pas cette lettre non plus. Et donc on lit ce que dit ce Rav-là. Il dit la chose suivante. Vous savez qu'un des versets qui parle de la délivrance finale dit « Achishena ». La délivrance finale viendra d'une manière certaine, du Lachon « Nachush Bedato ». Il y a d'autres traductions, précipitées, peu importe, mais « Achishena ». Le verset dit « La délivrance viendra d'une manière sûre et certaine et d'une manière forte et rapide ». Et lui, il dit, ce Rav-là qui a vécu il y a 250 ans, qu'Emispar, c'est la gematria du mot Daesh. Si tu prends, je ne sais pas pourquoi il va chercher spécialement Daesh, vous allez comprendre par la suite, tu prends Achishena, Daesh, Dalet, Aïn, Shin. Et il dit quel rapport? Et il nous dit la chose suivante. Ine klipazu osa vatida la asot meumot. Cette impureté, un jour, se réveillera dans le monde, comme on va le voir dans la suite du texte, juste avant la délivrance finale, et elle créera des troubles et la panique, ou mériba, et des disputes, ou milchama et des guerres, gdola, énorme, ben shivimumot, à l'intérieur des 70 peuples. Ça veut dire qu'elle va s'attaquer aux 70 peuples, et elle va créer des conflits entre les 70 peuples. Ve'ilu orgim, ve'yargu elu et elu, et ils se tueront les uns les autres. C'est ce que, et à ce moment-là, en ce qui nous concerne, nous les Juifs, s'accomplira le verset qui dit Hashem yelachem lachem vatem tacharishun. C'est le verset que Hashem nous a dit au moment de la sortie d'Égypte, lorsqu'on avait la mer devant nous et les Égyptiens derrière nous. On ne savait plus où aller, parce qu'on est en conflit, dans un conflit, je traduis selon le texte, Troisième Guerre mondiale, que lui va appeler la guerre de Gog et Magog, exactement ce que j'avais dit. Et c'est pour ça que tu vas voir que Eric, dans quelques instants, je vais revenir et je vais te prouver l'authenticité de ce texte. Et donc, nous, en ce qui nous concerne, quand on sera au milieu de ce désordre inimaginable où tous les peuples se battent les uns contre les autres, et tout ça, ça a été provoqué par Daesh, on devra savoir que s'accomplira pour nous le verset qui nous dit « Gardez le silence, Hachem se bat pour vous ». Et il dit « Ki klipazu mazal dileu nata gover ». Cette klipa, sa force ira en grandissant, qui elu yechashu ageula, mais sans qu'ils en soient conscients, c'est eux qui précipiteront la délivrance du monde. Qui ilu yesarseru amim elu be'elu, parce que comme ils provoqueront des conflits entre tous les peuples les uns contre les autres, comme il est dit, Vesirsarti mitzrayim et mitzrayim, je ferai se lever les Égyptiens contre les Égyptiens. Un verset explicite dans les prophètes qui est cité au moment de la délivrance finale. Un des signes, disent les prophètes, de l'éminence de la délivrance, c'est quand tu verras le peuple égyptien se battre les uns contre les autres, les frères musulmans contre l'autre partie, etc. Et ce texte-là, il cite ça il y a 200 ans. Venilchamu ishbe achiv. Et tu verras qu'ils se battront les uns contre les autres. Ishbe achiv, c'est ce qu'on voit au sein de l'islam, où même les sunnites les plus radicaux se battent les uns contre les autres. Quel est le pire ennemi de Daesh aujourd'hui? Al-Qaïda. Alors vous allez trouver la différence entre un sunnite Al-Qaïda et un sunnite Daesh. C'est absolument incroyable. Et donc, il explique, et ils se battront ville contre ville, pays contre pays. Et là, regarde Eric, la preuve de l'authenticité, Vezesod milchemet Gog et Magog. Et c'est ça la fameuse guerre de Gog et Magog. Et ça, c'est un chidouche incroyable que je suis l'un des rares à avoir dit, entre autres dimanche. Qu'est-ce que je vous ai dit dimanche à la fin du cours? On a dit dimanche que Gog. C'est ce que je dis. Mais je suis l'un des seuls dans le monde à le dire. Qu'est-ce que j'ai dit dimanche? J'ai dit dimanche que contrairement à ce que l'on croit que la guerre de Gog et Magog, c'est les nations contre Israël. Rappelez-vous, c'est enregistré avant la lecture de ce texte-là. La guerre de Gog et Magog, c'est essentiellement la guerre des nations les unes contre les autres. Israël n'est qu'une virgule là-dedans. C'est ce que moi j'ai appelé les mondialistes qui vont réduire le monde à l'état d'esclave. Et voilà, et ça, moi je sais d'où je le sors. Ce sont des Chidushim Torah que c'est plusieurs dizaines d'années d'études pour en arriver à ces conclusions-là. Donc ce texte-là ne peut pas être un faux. Parce que comment qu'il arrive à la même conclusion qui va à l'encontre de ce que
l'officialité de tous les maîtres d'Israël a expliqué jusqu'à aujourd'hui. Vous demandez à n'importe quel maître standard aujourd'hui, c'est quoi la guerre de Gog et Magog? Il vous dira, c'est les goïms qui vont venir pour sortir les Juifs d'Israël. Personne ne vous dira ce que lui dit. Je l'avais dit un petit peu avant lui, mais ce n'est pas une chose évidente à trouver. Il faut vraiment, vraiment, vraiment fouiller. Donc ça ne peut être qu'un immense Talmid Chacham qui a écrit ce texte-là. Ça confirme la thèse de ce fameux Rav de Kamorna, ou je ne sais pas quoi. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe. Ce texte-là est très, on pourrait dire bouleversant, parce que l'essentiel, je ne vous ai pas encore dit. Mais j'insiste d'abord sur ce qu'il dit. Il dit, comme moi, que la guerre de Gog et Magog n'a rien à voir avec un conflit contre les Juifs uniquement. C'est un conflit mondial, des nations les unes contre les autres. Et j'ai expliqué, mais lui n'en parle pas, il fait juste un remez, Hashem yelachem lachem vatem tacharishun. C'est qu'évidemment, nous, on est concernés aussi. Mais Hashem se battra pour nous, c'est-à-dire, en inversé, il résume ce que les prophètes disent, qu'il y aura une sorte de protection miraculeuse sur Israël. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce que les prophètes transmettent. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est donc de comprendre que cette clipa de Daesh, cette impureté de Daesh, est celle qui va précipiter la délivrance finale, puisque la délivrance finale dépend d'un conflit mondial. Ça, c'est la guerre de Gog et Magog. Or, c'est ce qui est en train de se préparer. Je vous souviens que ça fait des semaines, quand j'ai fait mes cours sur la Syrie, sur Damesek, sur Migdash, que tous les peuples sont réunis à Damesek, c'était bien avant ce texte-là. Donc, les choses sont claires, que les choses se préparent. Et pourquoi maintenant, je veux dire, le monde entier est en Syrie? C'est justement à cause du soulèvement de l'islam radical, dont le plus radical de tous, c'est Daesh. Donc on voit que ce texte-là confirme cette vision-là. Maintenant, c'est pas fini. La cerise sur le gâteau. Pourquoi ce texte nous intéresse? Parce que pourquoi ce Rav-là a cherché Daesh? Dalet Aïn Shin. Parce qu'il dit tout mon cours de dimanche. Daesh, c'est Rachetevot, c'est les initiales de Esav, Shofer Damim, c'est Esav qui fait couler le sang. Alors là, je vous raconte, quand j'ai reçu ce texte-là, lundi en fin d'après-midi, comme samedi soir, après les attentats, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que vous me connaissez, je veux dire, je me laisse pas avoir, je m'enflamme pas. Quand je décide que ça y est, je transmets, c'est que je suis sûr à 100%. Et donc j'ai pratiquement passé la nuit à essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Mais d'abord, je suis resté sous le choc. J'ai dit, c'est incroyable, mais c'est tout mon cours. C'est tout mon cours. C'est moi le premier qui ai dit que Daesh était manipulé par Esav. Et voici que tout d'un coup, un texte qui nous dit dans le mot Daesh, c'est pas en vérité Daesh qui fait couler le sang, c'est Esav, qui est connu dans notre tradition depuis des millénaires comme étant chauffeur d'Amim. Soit qu'il est né rouquin, c'est pour ça qu'il vit sur son épée, parce qu'il est chauffeur d'Amim, il fait couler le sang. Donc ce Rav-là nous prévient et nous dit, en vérité, les initiales Daesh, bien que ça fait allusion, lui il ne le dit pas, mais pour nous ça fait allusion à l'islam, mais en réalité c'est pas l'islam. L'islam n'est que le couteau, n'est que le revolver, n'est que la mitraillette, mais que celui qui l'actionne, c'est Esav. Bon, c'est bouleversant, parce que ça confirme maintenant. Quoi qu'il en soit, j'avais un problème, et ça a été toute la raison de mon échange avec Nathan hier, pour vous montrer jusqu'où je pousse, on pourrait dire la précision scientifique, sinon je ne me permettrais pas. Si je n'avais pas été rabbin, j'aurais été matheux. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un sur hier, comment sur la chat qui dit que vous êtes peut-être un gigoul de ce tzaddik. Non, moi je préfère être un guigoul d'un Marocain, pas d'un Russe. Et donc, hier, parce que j'avais un problème, je ne savais pas, j'ai jamais vraiment fait attention, comment s'écrit Daesh en hébreu? Comment s'écrit Daesh en hébreu? Parce que je me suis dit, si Daesh ne s'écrit pas en hébreu, attendez, vous allez voir, si Daesh ne s'écrit pas en hébreu comme la valeur numérique de Daesh, Dalet Aïn Shin, ça fiche toute la théorie en l'air. En tout cas, ça l'abîme un petit peu, et moi, j'en serais pas son porte-parole, parce que je ne m'amuse pas avec la volonté d'Hachem, et je ne m'amuse pas avec la sagesse de la Torah. Donc, ou c'est 100% vrai, ou ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas d'à peu près chez moi. Donc, je demande à Nathan hier, comment qu'on écrit Daesh en hébreu? Il me répond, Dalet, Aleph, Aïn, Shin. Alors ça m'embête parce qu'il y a un Aleph en trop.
Je peux vous lire notre échange hier, c'était hier. Hein, chez Nathan, je vais demander la permission à Nathan. Là, ça va vous faire rire un petit peu quel était notre échange hier. Donc, je lui ai écrit, je lui demande à 17h02 hier, Erkotvim, s'il vous plaît, Erkotvim Daesh, comment qu'on écrit Daesh? Alors il me répond, les initiales, mince, il y a un Aleph. Alors je lui réponds, Avalama yesh Aleph. Explique-moi d'où vient le Aleph, parce que ce sont des rachetevot, ce sont des initiales, ce nom n'est pas un nom musulman, arabe, ce sont des rachetevot, des initiales, c'est des, comment on dit en français, notre icône. Je lui dis, dis-moi ce que c'est ce Aleph-là. Alors il me répond, ça c'est typique à Nathan, Efshar gam bli Aleph. Tu peux écrire sans le Aleph. Il me prend pas au sérieux, mais moi je veux savoir ce que c'est le Aleph. Il me dit Efshar gam bli Aleph. Bravo Nathan. Je lui dis non, ça marche pas comme ça. Ma pirouche el Aleph. Je veux savoir c'est quoi le Aleph. Il me dit, les moussac, j'en sais rien. Alors je lui réponds, As techapes et sibat Aleph toda. Je lui explique, je dis, tu cherches, je veux rien savoir. Et il me répond, et alors là, c'est pour moi une lumière, ce qui prouve aussi l'authenticité de ce texte-là, qui confirme toute notre thèse. Il me répond, excusez-moi pour la prononciation, il dit, donc il a fait son enquête, où c'est que vous l'avez trouvé? Dans l'Internet. Ah, dans Internet, ok. Il a fait sa vérification, et il dit, ça vient, ce sont les initiales prises d'une phrase qui sont El Doula Asmaïlia El Arak El Hacham. D'accord? Et comment tu arrives avec cette phrase-là, qui veut dire globalement le réveil de l'islam en Irak, j'imagine? Non, la troisième oui, lettre, non, mais je parle la phrase généralement, ça veut dire puisqu'ils ont commencé au début, ils s'appelaient l'islam irakien, et après ils ont pris, etc. Et c'est né en Irak, d'accord? C'est Bush qui les a créés, comme on le sait, comme on va le voir aujourd'hui, ils l'ont avoué d'ailleurs. Et donc, de cette phrase-là, comment tu sors Daesh? Alors, il m'explique, Kol Hot Shlishit, prends la troisième lettre de chaque mot, et tu arrives à Daesh. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, pour des raisons qu'eux ont compris, sur ces 4 mots, tu prends la troisième lettre à chaque fois, et tu arrives à Daesh. Pourquoi la troisième lettre? Comment? Ça a un sens pour eux par rapport à l'islam. Ils savent, comme nous, quand on fait des gématries, on sait pourquoi on les fait. Ça m'intéresse déjà pas, c'est eux ce qu'eux ont fait. Et donc, ils ont pris la troisième lettre, et il s'avère que le Aleph qui manque dans l'explication du maître, c'est la lettre qui correspond à la première lettre du mot Ismaïlia, les musulmans. Et j'ai me dit, mais ça je ne l'ai pas expliqué à Nathan, parce que je lui ai dit, je vais lui répondre aujourd'hui. J'ai dit, j'ai tout compris. Mais évidemment que Daesh devait s'écrire dans l'explication sans le Aleph. Parce que le Aleph signifie que Daesh est musulman. Mais quelle est l'explication que donne ce Rabbi Eliezer? C'est qu'en vérité, les musulmans, c'est uniquement une vitrine. Ceux qui sont derrière, c'est Esav. Et donc, pour bien nous le faire comprendre, quand le Rabbi Eliezer transmet Daesh, il enlève le Aleph pour nous dire non, c'est pas Ishmaël, c'est rien que Esav. Et il reste juste le Aïn. C'est d'une incroyable. Ça peut pas être, encore une fois, encore un concours de circonstances, encore un concours de circonstances, encore un concours de circonstances. C'est trop. Ça va trop dans le sens absolu. Si le Rav nous avait trouvé une Gematria, peu importe, avec un Daesh qui a un Aleph, donc on aurait lu Ishmaël comme Daesh. Mais comme le Rav veut nous faire comprendre, c'était tout mon cours de dimanche, qu'en vérité Ishmaël n'est qu'un porte-nom. C'est ce qu'on appelle une société de paille. Comme la mafia a, elle monte des sociétés pour blanchir leur argent. C'est pas eux. Enfin, ça leur enlèvera rien à leur horreur et à leur faute. Mais c'est pas eux, réellement. C'est Esav. Donc qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer? Il enlève le Aleph, Dalet, Aïn, Shin. Plus encore, Eric, et je suis étonné maintenant, mais ce que je vais te dire, je peux le réserver pour maintenant. C'est pas possible que ça soit un Rav contemporain qui ait écrit ça. Pourquoi? Parce que lui, il sait, si c'est un Rav contemporain forcément israélien, que Daesh, moi je savais pas, parce que moi je suis français, j'ai jamais fait attention comment on écrit Daesh dans le journal. Mais si c'est un Rav israélien, donc comment il savait pas que ça s'écrit avec un Aleph Daesh? Et donc il aurait dû avoir la même question que moi. Tu peux pas vendre quelque chose si c'est pas les vraies initiales. Mais d'après l'explication qu'il veut nous faire comprendre que Daesh c'est en vérité Esav, c'est le monde occidental qui est derrière, enfin une partie cachée, secrète, que la plupart des Occidentaux ne connaissent pas. Automatiquement, il enlève le Aleph de sa valeur numérique pour bien nous faire comprendre que ne crois pas que c'est Ishmaël, c'est Esav. Voilà.
Maintenant, mes amis, ça va aller beaucoup plus loin. À partir du moment où on a donc cette confirmation absolument incroyable dans des textes que Daesh, c'est pas sorti de n'importe où et de n'importe quoi, ça fait partie d'un plan divin, ou d'une certaine manière, maintenant, qu'Hachem se sert d'eux pour précipiter et provoquer la guerre de Gog et Magog, qui est nécessaire pour qu'on puisse être délivré, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je vais juste vous le jeter, et après je vais vous l'expliquer. Daesh, tel que l'écrit Rabbi Eliezer, c'est donc Dalet, Aïn, Shin. On enlève le Aleph pour ne pas qu'il y ait Ishmaël, qui s'écrit avec un Aleph, pas avec un Yud, mais Ismaël, ça s'écrit avec un Aleph. Islam. En hébreu, Islam. Voilà. Aleph en hébreu. Alors en hébreu moderne, c'est écrit avec un Aleph, pas comme Ishmaël avec un Yud en hébreu biblique. Et donc il enlève le Aleph pour qu'il nous reste que Esav, et non Ishmaël. Maintenant, regardez une chose absolument incroyable. Vous savez que Esav, écoutez-moi, parce que là c'est peut-être l'un des moments les plus forts du cours, pour comprendre ce que je vais expliquer. Vous savez que Esav est décrit dans la Torah comme un chasseur. Et un chasseur avec sa bouche, Kitsaïd Bepiv, il chassait son père avec sa bouche. Qu'est-ce que dit Rashi, il chassait son père avec sa bouche? Ça veut dire qu'il le roulait avec sa bouche. Il lui faisait croire que, et son père tombait dans le piège, parce qu'il avait une bouche. Voilà. Quand on l'entendait, on ne pouvait pas imaginer ce qu'il était. C'est exactement ce que dit Rashi. C'est-à-dire que quand Yitzhak parlait avec Esav, il ne pouvait même pas imaginer que Esav le trompait avec sa bouche, parce que Esav lui donnait l'impression qu'il est vraiment le saint de la génération. Rashi explicite. Encore plus grand que Yaakov, pensait Yitzhak. Parce que c'est ça la force de Esav. Alors avec sa bouche, comme il présente les choses, tu ne peux pas imaginer. D'accord. Maintenant, regardez. Sur le verset qui dit que Esav, Ish Yodea Tsaïd, Ish Yodea Tsaïd, Sofetevot Daesh. Daesh, tel que l'écrit Rabbi Eliezer. Ish Yodea Tsaïd, un homme qui sait chasser, mais tel que l'explique Rashi, il nous trompe avec sa bouche. Tu prends les dernières lettres de ces trois mots, Daesh. Daesh, Dalet, Aïn, Shin, comme l'écrit Rabbi Eliezer. Donc on voit même dans la Torah que cette thèse est confirmée, que Esav nous roule avec sa bouche, et dans le verset qui nous dit qu'il nous roule avec sa bouche, apparaissent le mot Daesh. Maintenant, comment qu'il nous roule avec sa bouche? On va le voir. Et je vais vous faire une petite expérience, vous allez voir tout de suite. Une petite anecdote à propos. Esav, on sait très bien que les Occidentaux, ils aiment le cochon. Les pâtes de cochon. C'est soi-disant, on est cachère. Non, mais évidemment. C'est pour les non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il monte ses pattes et il dit « je suis cachère ». Mais le problème, c'est que même avec sa bouche, dit Rashi, il arrive, alors que sa bouche n'est pas cachère, le cochon n'a pas une bouche cachère, même avec sa bouche, il arrive à nous faire croire qu'il est cachère. Pour comprendre ce que je vais dire, mes amis, je vais simplement vous poser une question. Je vais vous mettre en évidence quelque chose d'absolument incroyable. Je ne sais pas combien d'entre vous écoutez régulièrement, surtout depuis le Bataclan, suivez la presse française, internationale, etc. Moi, ces derniers temps, je la suis énormément. C'est mon travail. Mon travail est de comprendre et d'expliquer. Donc ça fait partie de mon travail. Je la suis énormément. En hébreu, en français, en anglais. Je la suis énormément. Et j'ai remarqué quelque chose d'absolument incroyable. Et vous me confirmerez que c'est vrai, même en Israël, le grand problème en ce moment, de pratiquement tous les analystes politiques, etc., dans toutes les langues, enfin moi les trois que j'ai choisis, français, anglais et hébreu, c'est de mettre en évidence les erreurs inimaginables que l'Occident a commis, de ne pas avoir été capable de bien comprendre ce qui se passait et ce qui allait se passer. Par exemple, je ne commence pas par des choses les plus extraordinaires, mais par exemple, on vient de révéler, on le sait, d'accord, que 2 des terroristes, paraît que plus maintenant, mais moi, qu'à l'époque j'écoutais ça, c'était 2, on m'a annoncé que c'était déjà plus que ça, 2 des terroristes du Bataclan étaient suivis, écoutés, sous écoute, sur les listes noires des services secrets français, sur les listes noires. Comment qu'ils ont pu faire un attentat?
Alors en France, dans les journaux israéliens, Mirdal Chamour Me'asherut HaChasha'i HaTzarfati. Grave erreur, vraiment grave erreur. Grave erreur, très bien. Bon, on peut faire des erreurs, hein. On peut faire des erreurs, très bien. Autre chose incroyable, l'un des terroristes s'échappe, il arrive à la frontière belge, une petite fouille, on le laisse passer. Alors on demande aux gens, grave erreur des services douaniers. C'est pas grave, on a le droit de faire des erreurs, on n'est que des humains. C'est pas grave. Moi j'entends ça, d'accord. Alors je l'écoute d'abord en hébreu, Mirdal, je regarde dans les journaux français, Le Monde, Libération, etc. Oui, stupéfaction face à nos services de sécurité. Comment c'est possible? Ils étaient pourtant fichés sur liste noire. Comment qu'ils ont pu? Comment c'est possible? Mais on reste sur un questionnement, bien sûr. Très bien, on y va. Et puis, bon, je saute parce que je ne vais pas vous saouler avec ça, on arrive aux analystes, aux grands analystes. Et c'est toujours le même langage. Oui, c'est vraiment une grande erreur. Ça, c'est dans les 3 langues. Je comprends l'espagnol, je le lirai en espagnol aussi. Une grande erreur vraiment du monde occidental de ne pas avoir su véritablement apprécier à sa juste terriblation le danger que pouvait représenter l'islam radical pour le monde. C'est une grave erreur, c'est une grave erreur. Et tout le monde parle de grave erreur, et grave erreur, et grave erreur. C'est-à-dire qu'on est tous en train de faire des erreurs, quoi. Ça fait des années que le monde fait des erreurs. Mais des erreurs au niveau politique dans le sens large du terme, des erreurs sur le plan technique dans le sens court du terme. On n'arrête pas 2 terroristes qui sont sur une liste noire, on les laisse se balader à Paris comme par hasard. Ils sont plus sur écoute, ils sont plus surveillés à ce moment-là, comme par hasard. Erreur, 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 erreur. Et moi, l'idiot, je pose la question, je veux dire, mais ils sont vraiment forts. Hein. Ils pensent que nous, on va faire la même erreur qu'eux, qu'on va le gober, cette chose-là. Mais j'ai pas fini. Vous voyez qu'on va le gober, cette chose-là? En vérité, c'est quoi le mot erreur? C'est quoi le mot erreur? Ça veut dire qu'il arrive un moment où toutes ces forces cachées et secrètes sentent que c'est trop gros, ça va finir par être compris ce qui se passe. Alors comment qu'on fait? On lâche du lest, on dit oui, effectivement, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Le monde entier fait des erreurs. Je sais pas moi, les Américains, ils marchent sur la Lune, les Américains, ils sont en avance de plusieurs millénaires sur la technologie du monde entier, ils ont les plus gros cerveaux de la Terre, mais des choses aussi colossales, erreur, 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 erreur. Mais vous me prenez vraiment pour un on, quoi. Quoi, c'est que des erreurs. Les services français, les services secrets français, et je le dis sincèrement, vous le savez, n'ont pas à rougir devant le Mossad israélien, mais une erreur qui coûte la vie à 200 personnes. Enfin, en comptant les blessés ou plus. Erreur, 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 alors que c'est un des services secrets les plus performants du monde. Erreur, erreur, erreur. Et alors moi, c'est ce qui m'a le plus plu hier, comme ça, je tombe par hasard sur une émission de radio avec nos spécialistes du Ben Troumi, Herzliya, d'accord, qui expliquait vraiment l'erreur colossale qu'avait fait Bush de rentrer en Irak, parce que le pauvre, comment il pouvait imaginer que ça allait créer Daesh. D'accord. Erreur, 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 erreur. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à nous parler d'erreur maintenant? Le monde entier fait des erreurs? Ou alors que ces gens-là sont en train de paniquer, ils se disent, c'est trop gros, vous allez voir, je n'ai pas fini encore, ils vont sentir qu'il faut qu'on avoue que oui, c'est un problème, mais oui, mais c'est une erreur. Le problème, c'est que quand tu fais sans erreur, un chirurgien qui fait une fois une erreur et que le patient lui meurt dans la main, on va lui laisser faire 10 erreurs, 20 erreurs, 30 erreurs, 50 erreurs qui coûtent la vie à des milliers de personnes. C'est pas possible. Et puis je comprends pas, moi, si d'après les analyses du monde entier, Bush est responsable de la création de Daesh, vous l'avez entendu s'excuser? Pas de Daesh, d'Al-Qaïda. Oui, enfin, Al-Qaïda, Daesh, non, c'était hier, j'ai entendu d'après même sur Daesh. Non, Daesh en tant que répercussion à moyen long terme, évidemment, en tant que ricochet. Vous avez entendu s'excuser? Non, mais on n'a pas fini. Maintenant, je vais vous montrer la même chose dans un autre domaine. Et au lendemain du Bataclan, la France se met en colère, elle bombarde en Syrie.
grâce à ces avions qui se trouvaient en Jordanie. Tout le monde est content. Ouais, ça gare, ouais, les Français, ils sont devenus des Gaulois. Ouais. Et puis on nous apprend que quoi, que les Français, ils ont bombardé des positions stratégiques dans la ville de Al-Arak, des camps militaires, le QG de Daesh, et aucune des positions était souterraine. Hein. Le QG de Daesh, enfin des positions extrêmement sensibles là, qui vont mettre Daesh à genoux. Puis moi, l'idiot, j'écoute ça, je dis, ah, ils sont très forts. Mais vraiment, ils me prennent pour un idiot. Mais pourquoi? Mais peut-être je ne comprends pas. J'ai dit, monsieur, je peux poser une question? Oui. Dites-moi, en moins de 24 heures, la France est arrivée à bombarder le QG de Daesh. Ça fait des mois que les Américains bombardent, ça fait des semaines que les Russes bombardent, ça fait des semaines que tout le monde bombarde et personne n'avait encore trouvé où était le QG de Daesh. Et les Français, tout d'un coup, ils se réveillent et puis en 5 minutes, paf, il n'y a plus de QG. Comment? Ah non, mais... Ah, les Français savent mieux bombarder que les Américains ou que les Russes. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Parce que c'est vrai, c'est la meilleure armée du monde. Non, c'est pas évident. Des réponses, il y en aura. Mais les réponses, c'est pour ne pas avoir le courage de voir la vérité, d'appeler un chat un chat. Il leur faut moins de 24 heures pour faire ce que les Russes et les Américains, depuis des mois, n'ont pas été fichus de faire. Et les Français aussi, ça fait longtemps. Encore. Ou l'OTAN, peu importe. Mais ça veut dire quoi? Mais vous vous rendez pas compte comme ils sont en train de se foutre de nous? Mais qui peut gober une chose pareille? Si ça avait été un QG qui est à 350 mètres sous le sol, et au-dessus il y a un hôpital, comme par exemple nos voisins savent le faire, pour nous empêcher de les débusquer, comme ils le font à Gaza ou ailleurs, je comprends, mais on les a vus les photos du QG, on les a vus, c'était tout simplement un quartier bombardé par l'aviation française. Mais pourquoi les Russes ne l'ont pas fait avant? Ils n'arrêtent pas de bombarder les Russes. Pourquoi les Américains ne l'ont pas fait? Et puis tout d'un coup, je me repose la même question, et puis je me dis, mais ils sont que 30 000 Daesh. Pour l'armée américaine ou russe, même russe, qui en principe est là-bas, c'est juste le temps d'éternuer. Il n'y a plus de Daesh. 30 000. C'est ce que c'est 30 000 soldats pour l'armée russe. Même pour l'armée israélienne, c'est le temps de se moucher 2 fois. Alors pour l'armée russe, avec tout le respect qu'on nous doit à nous, les Russes sont quand même beaucoup plus forts que nous, en nombre, en technologie et surtout en férocité. Il leur faut quoi aux Russes pour ces 30 000 paysans pour eux? Ils n'ont pas été fichus de faire descendre le QG de Daesh et les Français en 23 heures ils l'ont descendu. Mais vous sentez pas que c'est trop? Mais c'est pas possible, mais ils nous prennent vraiment pour des andouilles. C'est pas possible. J'ai pas toutes les réponses à mes questions, mais vous comprenez que c'est trop gros, c'est pas possible. Mais ils ont vraiment fini par prendre l'humanité tout entière par une bande d'idiots. Ça c'est de la propagande, c'est de l'agitation de la part des Français, parce qu'il n'y a pas un QG de Daesh, ils ne sont pas 30 000 groupés là sur 1 kilomètre, on peut les bombarder, c'est de la guérilla. Ils sont complètement dispersés. Alors effectivement, il y a des positions qu'on bombarde. Eric, tu es très fort. C'est juste pour dire on fait quelque chose. Mais Eric, très bien. On ne peut pas battre Daesh tant qu'on n'enverra pas des soldats sur le terrain, et aucun pays occidental n'a envie de, pour l'instant, perdre des soldats pour battre Eric, Daesh. tu es très fort. Mais avec ta rigueur, tu es tombé dans mon piège avec tout le respect. C'est exactement ce que je voulais que tu dises. C'est qu'ils se fichent de nous. Ben oui. Voilà, c'est tout. Maintenant, toi, tu me donnes une réponse qui est 100% juste. C'est évident qu'ils n'ont pas descendu le QG, parce que sinon les Américains l'auraient fait depuis longtemps. C'est évident et tout ça, c'est évident. Mais alors pourquoi ils disent le contraire? Je voulais simplement vous rapporter une preuve. Mais ben non, parce que justement, bravo, mais c'est tout. Je voulais vous amener à dire ce que je dis. Que l'information qui est transmise est complètement sabotée. Ils ont descendu une maison. Ils ont, à mon avis, fait comme nous on fait malheureusement. Ils ont prévenu aux gens de sortir avant de bombarder. Et je vais vous apporter une preuve. Une preuve, très bien. Dites-moi, pour l'islam radical, quand on meurt pour Allah, c'est une honte ou shahid? Donc, on n'a aucun problème à exposer, à montrer les morts. Au contraire, morts pour Allah. Ils n'ont aucun problème pour exposer leurs morts quand ils meurent pour Allah. D'accord?
Dites-moi, vous avez vu les photos des morts après le bombardement français? Je vous pose une question bête, hein, comme ça. Quelqu'un a vu combien il y a eu de morts? Et s'il y avait Comment? Mais il n'y avait pas, évidemment qu'il n'y avait pas. Et puisqu'il n'y a pas de photos, évidemment qu'il n'y avait pas. Parce que sinon les Français auraient été trop contents de montrer, il y en avait au moins 200 comme chez nous. Vous avez vu des photos des morts? Ils se foutent de nous. Ils se foutent royalement de nous. Ils ont envoyé un petit SMS, sortez de là, on arrive. D'accord? Ouais, mais attends, bombarder la maison de gauche, pas celle de droite, parce que celle de droite, on a plein d'ordinateurs dedans. Alors, donc bon, celle de gauche, qu'est-ce qu'il y a? C'est la cuisine. Bon, ça va aller. Ils ont descendu la cuisine. Ils se foutent de nous. Évidemment. Ils se foutent de nous, il n'y a pas un mort. Vous avez déjà vu, moi? Mais qu'est-ce qui va prendre les photos là? Comment? Qu'est-ce qui va aller les gens Eux-mêmes. Et ils l'ont fait. Ils n'arrêtent pas de le faire. Ils n'ont aucun problème à montrer leurs combattants morts. Parce que chez eux, ça les simule au contraire. Stimule ou simule, je sais plus. Stimule. Au contraire, ils l'ont déjà fait, ils n'arrêtent pas de le faire, ils montrent leurs morts. Même le Hezbollah montre ses morts. Ils n'ont pas de problème à les montrer les morts. Chez eux, c'est une gloire de montrer ses morts. Et tout d'un coup, là, ils les montrent pas. Pourquoi? Et les Français ont un problème pour photographier avec des lavianimes, avec comment on appelle la laviane en français? Avec des satellites. Ils ont des problèmes de haut, de montrer, je sais pas moi, ne serait-ce que 30 corps par terre. C'est difficile pour les Français de le faire. Pour justement faire plaisir à sa population. Nous aussi, on en a tué, hein. Voilà. Ok. Maintenant, on va aller plus loin, mes amis. Je ne l'ai pas fait exprès. Comme par hasard, aujourd'hui, hier, mais en tout cas, pas avant le Bataclan, commence à circuler. Maintenant, il paraît que Hillary Clinton, elle a sorti un livre. Vous avez vu le livre d'Hillary Clinton? Non, vous ne l'avez pas vu. Eh bien, je vais vous le lire. Le livre d'Hillary Clinton, traduit en français, bien sûr. Alors. Non, vous attendez 30 secondes. Oh là là. Bon, en tous les cas. Le problème, c'est que je reçois en moyenne une centaine de mails par heure. Je vais vous dire que Alors, et le temps que je l'avais mis de côté, je ne sais même plus où il est. que vous cherchez. Non, Vous attendez, savez- ça c'est plus important, un instant, voilà, je l'ai trouvé, un instant, regardez. Hillary Clinton vient de sortir un livre qui sont ses mémoires. Écoutez bien, c'est très important. Hillary Clinton révèle dans son livre Hard Choice, les choix difficiles, que Daesh a été créé par l'administration américaine. Qu'est-ce que tu dis, Eric? La théorie du complot? J'aimerais prendre le livre vraiment direct. Très bien, ok. Mais la chose que je peux te dire, c'est que ceux qui me l'ont envoyé sont des Américains. Non, mais il faut lire le livre. Ok, très bien, mais tu vas voir. Mais attends, tu vas voir comme qu'elle s'en sort, mais attends. Mais tu vas voir. Mais c'est trop gros, elle est trop forte. Regarde ce qu'elle dit. Alors, l'ancienne chef de la diplomatie américaine et ex-première dame des États-Unis, Hillary Clinton, a secoué le monde avec d'intrigantes révélations faites dans son dernier livre, Choix difficiles, ou traduit en français, il se présente sous le titre « Le temps des décisions », dans lequel Mme Clinton a annoncé que c'est bien l'administration américaine qui a créé Daesh, etc. On continue. L'organisation théorique Daesh a été créée dans le but de... Alors maintenant, écoutez bien. Ça, ils sont forts, très fortes, la Clinton. L'organisation terroriste Daesh a été créée dans le but de procéder à un nouveau partage dans la région du Moyen-Orient. On croit qu'elle écoute mes cours, c'est incroyable. Affirmant qu'une coordination a eu lieu à ce sujet entre Washington et les frères musulmans qui ont fait le coup d'État, les Américains, l'administration, on ne dit pas la CIA, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire, ils disent l'administration, tout le monde comprend. C'est comme chez nous le Mossad, c'est-à-dire l'administration. Et donc, c'est eux qui sont derrière les frères musulmans. Tiens, elle l'avoue quand même que le coup d'État en Égypte, c'était la CIA. Donc, il y a donc un lien, bien sûr, depuis des années, entre l'administration et les frères musulmans, et que l'intention de l'administration américaine, c'était de promouvoir les frères musulmans partout dans le monde. Okay, dans le monde musulman, bien sûr. Hillary Clinton a également déclaré dans ses mémoires, publiées aux États-Unis, « Nous avons infiltré la guerre en Irak, en Libye et en Syrie, et toute
allait pour le mieux, et puis tout d'un coup, une révolution a eu lieu en Égypte et tout a changé en 70 heures. Qu'est-ce qu'elle est forte. Parce qu'elle est forte. C'est-à-dire qu'ils sont très forts. Je vais vous expliquer pourquoi elle fait ça. Elle lâche, mais après, paf, elle détourne. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Ils sont très, très, très forts. Mais nous aussi, on a fait des études de Sciences Po. On est plus fort qu'eux encore. On continue. Elle poursuit son récit en ajoutant que nous étions d'accord avec les frères musulmans en Égypte pour annoncer, c'est ces mots traduits en français, pour annoncer l'État islamique dans le Sinaï et le remettre entre les mains du Hamas. Et ils étaient même prêts à donner une partie d'Israël. Elle reconnaît qu'ils ont trafiqué pour qu'on perde une partie d'Israël. Pourtant, elle a la jambe qui est juive, c'est pas normal. Mais les juifs américains, c'est des fois des sales juifs. Et donc, et adjoint, etc. Voilà. Mais la pauvre, leur plan a foiré parce que bon, ça a été trop vite, ça leur a échappé. Erreur. Très bien. Mais elle en dit déjà pas mal quand même des choses. Hein. Et attention, je continue encore un petit peu. Dans ce livre-là, Madame Clinton renferme d'importantes informations révélant apparemment du top secret, des décisions politiques d'une extrême sensibilité, des interventions et ingérences. Un livre à lire pour ceux qui souhaitent savoir ce qui s'est passé en haut lieu et découvrir comment ça a basculé. Mais c'est incroyable, mais c'est tout mon cours de dimanche. Ne dites pas que je suis un prophète quand même. Et donc, voilà, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous lis pas tout parce que je vais arriver à l'essentiel. Si c'était vrai, il aurait laissé sortir ce livre. Mais je vais vous expliquer, cher Youssef, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Ils sont terrorisés. Clinton, c'est une des chefs de file de la conspiration mondiale. Mais ça fait longtemps que je le sais et qu'on le sait. C'est une des chefs de file. Lui, elle et son mari. N'oublions pas ce qu'on doit à son mari. On doit des milliers de mutilés chez nous dans notre pays. Donc... on continue. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça va plus vite que ce qu'eux pensent, et c'est vrai que ça c'est vrai. Que finalement, l'islam radical commence à sentir aussi qu'elle est utilisée. D'accord? Maintenant, je ne vous ai pas lu le texte, mais vous le lirez. D'accord? Cherchez le livre, d'accord? Où elle dit clairement, c'est bon, maintenant c'est fini, je voulais lire et puis ça m'a sauté des yeux, où elle dit clairement que c'est nous qui avons financé pendant des années Daesh. Elle le dit, c'est nous qui avons financé Daesh. Daesh, très bien, ok. Nous, l'administration, nous, les administrations, d'accord, c'est elle qui... Maintenant, écoutez-moi bien, Daesh, Al-Qaïda et tous les radicaux, l'islam radical dans le monde entier, y compris en Afrique. Je vous pose Tom une question avant de dire ce que je voulais dire, parce que cette partie, je l'avais oubliée. Dites-moi, vous vous rendez compte? Je vous pose une question. Imaginez que moi, je sois un homme de pouvoir et que je fasse l'aveu que j'ai, pour des raisons qui étaient bonnes au départ, à mes yeux, que j'ai amené au monde un groupe terroriste qui est responsable du génocide du peuple yazdine. Je l'annonce dans un livre, etc. Et puis, je ne sais pas, moi... Tu vas vendre ton livre, tu vas certainement vendre entre 10 ou 20 millions d'exemplaires, tu vas devenir encore plus millionnaire que tu l'étais déjà, tu vas continuer à circuler dans la rue. Je vous dis, elle est en train de faire l'aveu que l'administration américaine que tu gouvernais, d'accord, tu étais à ce moment-là celle qui décidait oui ou non, est responsable de la création de Daesh, financée sous ton mandat, d'accord? Ce qui veut dire que tu as sur la conscience au moins le massacre dans des conditions à faire rougir de honte les nazis, d'accord? La disparition de tout un peuple, qui était un bon peuple, les Yazdines, des gens bien extraordinaires, sans parler des chrétiens crucifiés, sans parler des Kurdes, etc. Et tu continues à circuler dans la rue comme ça? Mais non, mais je vous pose une question, mais ça ne vous paraît pas? Mais hallucinant, c'est de la science-fiction. Elle est en train de faire l'aveu que... Mais je vais vous expliquer ce qui se passe dans sa tête, pourquoi elle n'a pas peur. Que l'administration américaine qu'elle présidait est responsable du massacre des Yazdines, à titre d'exemple, parce que ce n'est pas que les Yazdines, c'est tous les jours des chrétiens crucifiés en Irak et en Syrie, d'accord, dans des conditions horribles. Je fais l'aveu que j'ai créé un monstre qui fait rougir de honte les nazis, et je continue, je vends mon livre, je circule, et machin, etc. Et je me présente pour être président des États-Unis. Mais attends, je ne comprends pas, mais
Mais c'est du délire, c'est hallucinant. Mais alors là, on ne comprend plus rien. Mais là, on va devenir fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Et elle n'a pas peur qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je vais vous expliquer maintenant. Maintenant, je vous donne l'explication. La seule, la vraie, l'unique. L'explication est la suivante. L'islam se rend compte qu'elle est utilisée. C'est évident. Et l'islam, jusqu'à un certain point, n'est pas prêt à jouer les intérêts de Clinton et de tous les mondialistes de la Terre. L'administration américaine, peu importe. Et donc, ça va plus vite que ça échappe. D'ailleurs, elle le dit elle-même, s'il n'y avait pas eu le coup d'État aux États-Unis, en Égypte, je rajoute la phrase pour elle, qui s'est passée un peu plus vite que ce qu'on était prêt à suivre. Ça, elle l'a pas dit, mais moi, je le dis pour elle. Donc, ça va un peu plus vite. Ils sentent, ils savent que ça leur échappe, et donc quoi? Que la conspiration va être mise à nu. Alors, quelle est la meilleure manière pour quelqu'un qui risque d'être pris la main dans le sac? Quelle est la meilleure manière? C'est de lâcher du lest, de reconnaître une partie de ses fautes, mais appeler ça des erreurs. Voilà, des erreurs. Voilà, c'est des erreurs. Ça veut dire, c'est exactement au niveau de notre petite scène politique qu'avant. Combien de fois on a entendu les parents d'un adolescent palestinien qui venait de poignarder un Israélien? Combien de fois on l'a entendu, les parents disent « Mais non, il avait simplement l'intention de quoi? De se battre un petit peu. Et puis quand l'autre a riposté, le juif, évidemment, depuis quand un juif riposte, et il a levé la main, donc il a eu peur, il a sorti un couteau. » On l'a entendu 150 000 fois ici dans ce pays-là, ils sont très très forts. Ça veut dire que tu ne peux pas nier qu'il y a eu agression de ton enfant, mais pour dire non, il n'est pas venu pour assassiner, voilà, donc on justifie, c'est une erreur, il n'a pas été cholette sur lui, il n'a pas pu se contrôler. Qu'est-ce qu'est en train de faire Clinton? Clinton sent que le complot des Saves est en train d'être mis à jour. Il dit oui, c'est vrai, vous avez raison, hein, c'est vrai, c'est nous, mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est tout mon cours dans cet article. Alors maintenant, entre ce qu'elle dit ou ce que je dis, vous la croyez elle ou vous me croyez moi? Franchement, vous hésitez encore une seconde? Tout mon cours est là. Simplement qu'elle parle d'erreur et moi je parle de conspiration consciente. Et pourquoi quand j'ai fait ce cours dimanche, je vous promets, je ne savais pas que j'allais voir ça et 3 jours après vous le dire. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle sait que ça suffit, d'ail. Le monde n'est pas à ce point idiot. Le monde commence à comprendre ce qui se passe. Parce que, je veux dire, c'est des centaines de millions de dollars qui sont déversés par les Américains dans l'islam radical. Il y a forcément trop de gens qui sont au courant, ça se sait. En plus, l'islam radical, au lieu d'être un toutou mignon qui ne tape que quand on lui dit, il va plus vite que nous. Donc on a peur d'être dénoncé. Non, c'est nous. Mais c'est une erreur. Non, le Rav de Michi dit c'est un complot. D'accord. D'ailleurs, quand les frères musulmans ils sont montés quand ils ont fait la révolution en Égypte, quand il y avait le général Sissi qui l'a enlevé, ces Morsi-là des frères musulmans, les seuls qu'ils ont dit contre ça, c'était les Américains. Évidemment, les premiers qui ont réagi violemment quand Sissi a repris le pouvoir, qui c'est que tout a voulu punir les Égyptiens? Mais je comprends pas. Pourquoi vous voulez punir les Américains? Les Égyptiens, pourquoi? Évidemment, c'était trop gros, mais c'est depuis cette époque-là. De toute façon, voilà. Maintenant, n'oublions pas aussi qu'on en a un dans la boue, non, un sur Terre qui est le seul, mais alors lui, il a peur de rien, d'accord? Parce que lui, dans position où quand il dit quelque chose, c'est plus sérieux que quand moi je le dis, c'est Poutine. Mais Poutine n'arrête pas de le dire. Il n'arrête pas de le dire. Il dit, mais jusqu'à quand vous allez laisser courir en liberté? Mais arrêtez-les. Il le dit clairement. Mais arrêtez, mettez-les en prison. Comprends? Parce que lui, je veux dire, comme la plupart de ceux qui réfléchissent, ne tombent pas dans le panneau de « Bon, on a fait des erreurs, ça va, hein, ça va. » Va expliquer aux petites filles de 9 ans, Yazine, qui sont encore dans les chambres de Daesh, qui se font violer jusqu'à aujourd'hui 50 à 60 fois par jour jusqu'à ce qu'elles en meurent. Va leur expliquer comment Clinton, après avoir reconnu qu'il n'y a plus de place dans le ciel pour prendre les larmes des petites filles yazdines qui sont violées tous les jours, elle le dit, elle ne se suicide pas, elle le dit, elle ne démissionne pas.
Pourquoi? Mais elle s'en fout royalement. Ce qui compte, c'est de jeter un os au chien qu'elle pense que nous sommes. C'est tout. Voilà, Mais c'est non. tout. C'est pas énorme, ça a été voulu. Le fait qu'on a voulu abattre des États comme l'Égypte ou l'Irak, ça a été voulu. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est pas des ordres, c'est pas un complot. Ils ont voulu créer des États. Mais c'est quoi le... Donc forcément, voilà les conséquences. Mais c'est quoi le mot complot? C'est ce que je dis, c'est-à-dire que les raisons officielles que on veut importer, exporter la démocratie en Irak, on veut faire tomber la dictature en Égypte, on veut sauver le peuple libyen. C'était pas ça les raisons. Les raisons, c'était quoi? Qu'on est en train de remodeler le monde de sorte que ça serve à nous nos intérêts pour installer un pouvoir unique sur un monde unique. Ce qu'on appelle la mondialisation. Peut-être qu'elle ne le verra pas de son temps, peut-être que ce sera ses enfants qui le verront. Mais il y a toute une machination qui dure depuis des décennies, dont le but final est de transformer le monde en un seul pays, avec un seul gouvernement. Ça veut dire 7 milliards d'esclaves qui engraissent les roues de quelques dizaines de milliers de familles qui s'engraisseront qui s'engraissent déjà pas mal et qui continueront à s'engraisser pour l'éternité sur le compte de l'humanité tout entière. Comme je l'ai expliqué, ils ont besoin pour y arriver de mille et une choses, entre autres la phase de déstabilisation et de terrorisation de la population occidentale. Ils se servent de l'islam radical pour ça. Mais ils n'ont pas que ça. Après, je vais vous expliquer ce qui va se passer. La prochaine étape, regardez, vous direz que je suis un prophète. La prochaine étape, c'est quoi? Une crise économique catastrophique. C'est la prochaine étape après Daesh. Un instant. Une crise économique catastrophique. Pourquoi? Parce que les crises ne profitent qu'aux riches. C'est là qu'ils font des bons économiques inimaginables. Les riches, les vrais riches, pas des millionnaires, même des milliardaires, parce que vous n'imaginez pas ce que peut être la richesse d'un Kerry, la richesse des Clinton, la richesse de tous ces gens qu'on ne connaît même pas, d'ailleurs on ne connaît que, mais tous ceux qui sont derrière, ça ne s'évalue plus pour des gens comme nous. C'est plus des milliards, même en vérité, vous savez, une des plus grandes farces de la conspiration des vrais riches, c'est l'histoire la hiérarchisation des fortunes. Où Bill Gates est plus ou moins toujours, ou Facebook est plus ou moins toujours. Mais vous y croyez, vous, à ça? Mais vous y croyez, vous, à ça? Attends, rien que le chef de la mafia colombienne, il en a 100 milliards de fois plus que Bill Gates. Alors ils vous répondront, colombienne. Poutine. Rien que Poutine, rien que de toute façon, tous ceux qui ont le pouvoir sont beaucoup plus riches que Bill Gates. Mais pourquoi ils vous mettent ça en évidence? Mais pour cacher la vraie richesse, la richesse qui a le pouvoir, la richesse qui complote, la richesse qui veut en avoir plus et plus. Celle-là, elle est intouchable par les crises. Elle a Soros avec elle, elle envoie un truc à Soros. Bon, Soros, t'es le patron de la mafia, excuse-moi. T'es le patron de Wall Street, toi, très bien. Alors maintenant, une petite crise, il faudrait absolument que la bourse s'effondre, quoi, pour balayer toutes les fortunes qui nous embêtent, pour qu'on puisse tout ramasser, nous. Mais évidemment, jamais les vrais riches ne s'écroulent au moment d'une crise. Ils font un pognon fou à ce moment-là. Comment? Demandez-leur, ils vous expliqueront. Moi aussi, je sais comment ils font. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pays qui avait juste, c'est l'Iran, vis-à-vis de l'Amérique. Ils n'ont pas confiance du tout, malgré qu'ils l'auront fait. Oui, mais ils veulent aussi dominer le monde, aussi. Non, mais l'Iran, vis-à-vis de l'Amérique, l'Iran est toujours contre l'Amérique, depuis le départ. Moi, je préfère dire les Russes, mais ça ne me dérange pas. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on dit islam. En hébreu, on marque Aleph Samech Lamed Mem. On peut marquer Aleph Yud Samech Lamed Mem. C'est comme on dit rationnel, et les contraires, c'est irrationnel. Alors, il y a salam, il y a islam. Et shalom. Maintenant, mes amis, j'aurais voulu comment? Non, mais c'est un peu problématique de dire que c'est un complot, etc. Parce que c'est comme toi, tu dis. Je dis comme toi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je joue pas sur les mots. C'est pas un complot. Ça ne me dérange pas. J'ai simplement dit ce que moi j'appelle complot, Olivier. C'est une question de mots. Moi, je suis un enseignant, donc je joue sur les mots. D'accord? C'est un petit peu, si tu veux, pour forcer le passage du message. Mais ça ne me dérange pas. Là, de passer un complot. Tu sais comment on va l'appeler? Les raisons avancées et les raisons réelles. Très bien. Ok. C'est ce que moi j'appelle un complot. Les raisons avancées et les raisons réelles. Mais quand on prendra conscience de ce que sont les raisons réelles,
on s'apercevra que c'est exactement ce que je dis, d'accord? Il y a une machination, t'as pas le mot machination, très bien, il y a une volonté de la part des gens du pouvoir international, ça n'a rien à voir avec les Américains uniquement, seulement la tête est là-bas, parce que c'est vrai que c'est le plus fort de tous, la tête est là-bas, elle est partie de là-bas, Américains, Russes peut-être, Chinois, Japonais, il y a sans doute de nombreux Juifs dedans aussi, etc. Bon, on verra, qui vivra verra, on verra, vous verrez, chaque mot se vérifiera. Toute la puissance financière du monde s'est mise d'accord pour créer un monde unique sous un gouvernement unique. Ça serait une sorte un modèle états-unisien, c'est-à-dire, de la même manière que les États-Unis, il y a une capitale avec un gouvernement unique qui, après, il y a combien 52 États avec des gouverneurs. L'intention est de transformer, surtout qu'aujourd'hui c'est possible, le monde est un village aujourd'hui, donc le temps est arrivé. D'ailleurs, ça a été ça l'essai de l'Union européenne. Et si l'euro ne s'était pas écroulé et l'abolition des frontières, ce que je dis, c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Heureusement pour les Européens, en tout cas, l'euro n'a pas trop marché, donc le plan est remis à demain. Mais quoi qu'il en soit, c'est cette idée-là, d'accord? Les pays ne seront plus des pays, mais des États, avec des gouverneurs et non des présidents, sous un gouvernement unique, qui sera composé d'un Américain, d'un Russe, d'un Chinois, d'un Japonais, etc. Et d'un type d'Arabie Saoudite aussi, peut-être, et évidemment beaucoup de Daesh aussi pour terroriser les gens, etc. Mais à la différence de ce qui pourrait être un rêve, ça ne sera pas un gouvernement démocratique, ça sera un gouvernement totalitaire. Et avec une dureté, une cruauté inimaginable. Dans leur rêve, bien sûr, car ça c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, mais ce qui se passera en fin de compte, c'est Hachem yelachem lachem vatem tacharishun. Gardez le silence, Hachem sait ce qu'il fait, laissez-les se préparer. Ça va leur exposer à la figure, comme les deux tours. Parce que notre chance, ou plutôt la chance qu'a le monde, c'est que tout projet qui vient des Américains, ça se termine toujours par une catastrophe pour eux. Et donc ça c'est notre chance, parce que ce sont de grands enfants, d'une intelligence qu'on ne peut même pas imaginer, mais des cerveaux einsteiniens dans le corps d'enfants. Et c'est pour ça qu'ils ne font que des bêtises. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, je veux juste, avec votre permission, il reste encore un petit quart d'heure, 20 minutes, je ne veux pas terminer uniquement sur cet aspect-là, je veux terminer, à mon avis, sur une merveille de notre paracha, et qui va vraiment être la boucle, qui boucle le boucle. Pour l'instant, parce qu'à moins que l'actualité nous surprenne et qu'on découvre encore des choses, j'y reviendrai, parce qu'on ne peut pas ne pas y revenir. Surtout que c'est de la Torah, c'est la guerre de Gog et Magog qu'on est en train de vivre. Donc maintenant, regardez. Atem tacharishun. Après l'enregistrement, parce que ça je ne peux pas le mettre sur le net, après l'enregistrement, je te dirai ce que ça veut dire ce verset-là. Mais ça je ne peux pas le dire à haute voix. Alors maintenant, laissez-moi maintenant, je veux faire la partie Torah. Et la partie Torah, c'est quoi? Il y a dans notre paracha, comme par hasard, quelque chose d'incroyable, j'en parle chaque année, mais jamais comme je vais en parler maintenant. Yaakov a des enfants à Haran, avec ses 4 femmes. Il en arrive au 11e, Yosef. Quand naît le 11e, tout d'un coup, il dit à ses femmes, on plie bagage, on rentre en Israël. Je vais très vite là pour arriver à l'essentiel parce qu'il ne nous reste pas suffisamment de temps. Rachi, bien sûr, s'étonne. Pourquoi tout d'un coup, quand Yosef naît, on rentre en Eretz Israël? Pourquoi? Et Rachi explique. Toute la raison pour laquelle Yaakov avait fui, c'est pas que pour se marier, car il aurait pu, dans ce cas-là, faire un aller-retour. Ça fait quand même presque 20 ans qu'il est là-bas. Donc, la raison pour laquelle il est parti, c'est parce qu'il avait peur de Esav. Esav, à qui il a pris les brachot, les bénédictions. Et donc, il attend le moment propice. Rachi nous révèle un truc absolument incroyable. Quand est né Yosef, il a vu que le sitno shel Esav, que la seule force capable de s'opposer à Esav est née. Ça lui a donné du bitachon atzmi, dit Rachi, ça lui a donné de la confiance que maintenant je peux rentrer, je n'ai pas peur d'affronter Esav. Et effectivement, la semaine prochaine, la prochaine paracha, la confrontation entre Esav et Yaakov. Alors, je vais vous reposer la même question que j'ai déjà posée l'année dernière, l'année d'avant et peut-être l'année prochaine. Et à chaque fois pour découvrir une nouvelle facette. Où on a vu dans la Torah et pourquoi Yosef est le sitno shel Esav. En quoi on a vu que Yosef, c'est la force qui peut démolir Esav. Alors Rachi répond à ma question, il rapporte un verset. Il nous dit, Rachi sent ma question,
parce qu'effectivement, dans la Bible, on ne voit pas. Il y a, bon, la semaine prochaine, il va se tenir devant sa mère pour pas que Esav la regarde. Mais entre protéger sa mère et rentrer dedans, parce que Sitno, c'est-à-dire qu'il lui rentre dedans, c'est le seul qui peut faire tomber Esav, il y a quand même une différence. D'accord? Comme on explique chez nous dans le Krav Maga, un vrai combattant, c'est pas celui qui se protège, c'est celui qui attaque. D'accord? Qui t'etse la milchama. Et donc, automatiquement, le fait de s'être mis devant sa mère, c'est pas encore une preuve qu'il est celui qui va oser se battre contre Esav. Donc, où on trouve Rashi sans ma question, qui n'est pas la mienne, qui est posée par tout le monde, et Rashi répond, mais non. Il sera le sitno de Esav au moment de la délivrance finale. C'est vrai, pendant toute l'histoire, on ne le voit pas. D'où il rapporte un verset qui est dit au sujet de la délivrance finale, qu'au moment de la délivrance finale, la maison de Yaakov sera comme un feu, la maison de Yosef sera comme une flamme qui va au loin, et la maison de Esav sera comme de la paille qui sera brûlée par la flamme de Yosef. Ce verset-là est rapporté par les prophètes au moment de la délivrance finale, où la paille de Esav, le cache de Esav, est brûlée par la flamme de Yosef. Rashi explique, un feu, s'il n'a pas des flammes qui vont loin, il n'est pas très dangereux, un feu devient destructeur lorsqu'il se propage. Le Yosef, c'est la force de propagation du feu de Yaakov, c'est-à-dire c'est la force dans le peuple juif qui a le courage de sortir et s'affronter à Esav. Mais comme ce verset est dit au moment de la délivrance finale, il est donc clair que ça ne se réalisera qu'au moment de la délivrance finale. Donc pas de question sur Rashi, d'où tu l'as vu. Très bien. Seulement, moi j'ai quand même un problème sur Rashi, d'accord? Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a étudié un petit peu le Zohar, on a étudié un petit peu nos textes, et nos textes nous disent que l'aide d'avoir des lois misa beoraita. Il n'y a pas une chose qui se passera un jour qui n'est pas déjà sous une forme allusive dans la Torah de Moshe, c'est pas possible. Donc il faut forcément quelque part une allusion dans la nature, dans le personnage de Yosef, qui nous permet de comprendre comment il va arriver à descendre Esav. Et de quelle manière? Alors la réponse, elle est absolument fabuleuse. Parce que, effectivement, le personnage de Yosef est le seul qui va pouvoir faire tomber le masque de Esav et le transformer en cache, en paille. C'est quoi la paille? C'est quoi l'image de la paille? C'est que la paille, tu lui as sorti tout ce qui avait de consistant, il ne reste rien. C'est ça la force de Esav. Avec sa bouche, il nous piège. Daesh, il nous fait croire que c'est Daesh, mais il nous piège avec sa bouche. Qu'est-ce que va faire Yosef? Il va arriver à démasquer la bouche de Esav et montrer que derrière, il n'y a que du cache, il n'y a rien. Alors maintenant, comment? D'où on voit dans la Torah que le personnage de Yosef, celui qui est capable de remonter à la source et de voir ce qui est caché au plus profond du profond. Je l'ai déjà fait ce cours, c'est un cours magnifique qu'on a fait l'année dernière, et j'arrive vraiment à l'essentiel. Quand il va retrouver ses frères dans quelques parachiotes et que ses frères vont être terrorisés de voir devant eux le fruit de leur méchanceté vivant devant eux et qu'il aurait pu se venger et qu'il ne l'a pas fait, ils vont rester bouche bée, ils vont être comme ça. Et rappelez-vous, je vous avais montré dans les versets qu'il y a une progression où Yosef est en train de leur faire comprendre qu'en fait, non, ça va. C'est vrai, il leur dit d'abord, c'est vrai, vous m'avez vendu, mais d'un autre côté, regardez, les conséquences, je suis maintenant vice-roi d'Égypte. Donc finalement, comme ça, il leur dit, vous avez eu des mauvaises pensées, mais Hachem s'est débrouillé pour que je retombe sur mes pieds. Donc ça veut dire que vous êtes, oui, responsable, mais d'un autre côté, quand Hachem veut, il se sert même du mal pour faire le bien. Deuxième verset, il leur dit, mais de toute façon, dès le départ, quoi qu'il en soit, tout ça c'était un projet divin, parce que comme Hachem savait que notre peuple devait se construire en Égypte, il fallait donc que je sois un précurseur, je prépare votre place, et tout ça c'était finalement pour préparer le terrain à votre venue en Égypte. Et troisième chose, il leur dit, de toute façon, c'est pas vous qui m'avez vendu, vous avez rien fait, c'est Hachem qui a tout fait. Et je vous avais expliqué dans ce cours que la force de Yosef, c'est que Yosef, il est capable de remonter jusqu'à la source profonde, secrète, mystérieuse, dans le bien, bien sûr, de ce qui est caché dans les événements, et de montrer que finalement se cache derrière les événements une source qui n'a plus rien à voir avec l'événement lui-même. Parce que entre eux qui le vendent, parce qu'ils sont jaloux de lui, et Hachem qui a un projet, qui se sert d'eux pour les amener là où lui, il veut, au point que finalement, ils ne sont que des instruments dans sa main, et la vitrine, c'est pas elle qui a agi, c'est celui qui est derrière et caché. Donc Yosef, explique nos maîtres, c'est celui qui a la force de ne pas aller d'après ses yeux,
de ne pas aller d'après ses sentiments, de remonter jusqu'à la source et dire non, je m'arrête pas, jusqu'à ce que je comprenne, mais qui est derrière, Comme lui, il cherche qui est derrière dans le bien, il trouve Elohim. Maintenant, j'avais expliqué dans ce cours, mais tout le monde sait que Akol Bidei Shamayim, quel est le chidouche de Yosef? Tout le monde sait que tout vient d'Hachem. Le chidouche de Yosef, c'est que nous on le dit, ni on y croit, ni on le vit, mais lui il le vivait. C'est-à-dire que lui il vivait dans ses tripes, que c'est pas eux qui l'ont vendu, c'est Hachem qui voulait, au point qu'il ne voit même plus ses agresseurs, il les voit même plus, il voit même plus la vitrine. Un petit peu comme, je pourrais donner un exemple, une femme qui sait que son mari est prêt à le gâter, et elle voit dans la vitrine le mannequin avec l'habit qu'elle sait qu'on va lui acheter parce que c'est la veille de son anniversaire, ben elle ne voit pas le mannequin, elle se voit déjà avec l'habit, elle ne voit pas le mannequin, elle voit, tandis que celle qui n'est pas sûre qu'elle aura l'habit, elle reste coincée sur le mannequin, voilà, parce qu'elle ne peut pas vivre la chose, elle ne sait pas si elle va y arriver. Très bien. Maintenant, ça c'est la force de Yosef. Pourquoi il arrive donc à s'opposer? C'est ça le Makor. Parce que pour pouvoir faire tomber Esav, il faut dénoncer le piège qui est dans sa bouche. Non, premier piège de Esav était, on veut exporter la démocratie pour libérer les peuples de l'oppression des dictateurs au Proche-Orient, d'accord? Et puis après on leur amène un petit col blanc aussi, d'accord? Avec... comme ça, et puis oui, on va partir en guerre, nous la France, pour libérer le peuple libyen de l'oppression de Kadhafi. Les Libyens sont tous aujourd'hui en train de pleurer et de regretter Kadhafi. C'était une ordure, une saleté totale. Mais à côté de ce que le peuple libyen vit aujourd'hui, où il est Kadhafi, d'accord? Donc ça, c'était la première bouche de porc de toutes les actions menées au Proche-Orient, d'accord? Et maintenant, les événements ont été un petit peu trop vite, ils se sont rendus compte que ça y est, plus personne n'y croit à la démocratie, donc maintenant ils continuent avec leur bouche de porc, et ils continuent à dire oui, mais en vérité nos intentions étaient bonnes, mais bon, il y a eu des erreurs, c'est vrai, ça a été trop vite, on avait des intentions, tout le livre de Clinton, très bien. Ils sont arrivés à la deuxième phase maintenant, où ils sont obligés d'avouer qu'ils sont responsables, mais c'est une erreur, donc on a des circonstances atténuantes. Troisième phase, Yosef, bande d'ordures, tout était calculé, jusqu'aux cris et aux larmes des petites filles Yazdines. Vous avez sacrifié des peuples, des enfants, des femmes, vous avez livré à la torture, à l'abomination des milliers d'hommes et de femmes pour des intérêts personnels. Et c'est ça le grand jugement de la fin des temps. Le grand jugement où tous ces cols blancs vont comparaître devant le tribunal d'Hachem, et toutes ces larmes et tous ces cris, que pour du pognon vous avez fait ça? Que pour le pouvoir? Vous avez, comment? Cash, du cash. Le jeu de mots d'Ov, je ne sais pas d'où tu sors. C'est pour avoir du cash. Le fric. Et ils sont appelés comment? En hébreu, cash, qui veut dire paille. Dov. C'est pas de toi, ça c'était descendu. Toi, tu as mérité de l'avoir, mais ça vient d'en haut. C'est tellement gros. Oh, tellement gros. Tellement incroyable. Oui, c'est que pour le cash qu'ils ont fait ça, que pour le pognon. Mais voilà. il y a, dans les noms Daesh, il y a fait attention, il y a le feu, Daesh. Et donc, quel va être le travail de Yosef? Le travail de Yosef, ça va être d'arriver pas seulement à dénoncer, mais d'arriver à convaincre, à repousser jusqu'au dernier retranchement, à repousser Esav. Parce que la force de Esav, s'il vous plaît, la force de Esav ne repose que sur une chose, dit la Torah, Tsaïd Bepiv, c'est sa bouche. C'est pour ça que Clinton est en train de paniquer. C'est pour ça qu'elle a écrit ce livre. Et bien sûr en accord avec toute la mafia qui est derrière elle. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils commencent à être le dos contre le mur. Il y a trop de gens qui se rendent compte qu'on est en train de bluffer. Et donc ils ont dit, vous savez quoi, on va dire qu'ils ont raison, mais ils vont nous excuser parce que c'était pour le bien du monde, mais on s'est trompé quoi, alors on a le droit de se tromper quoi. Mais Yosef, il ne va pas en rester là. Yosef, il va les descendre. En comment? En arrivant à accumuler suffisamment de preuves contre eux pour faire tomber le projet avant qu'il n'aboutisse. Et ça, en vérité, c'est la dimension Mashiach ben Yosef qu'il y a dans le Mashiach ben David. Ça veut dire arriver justement à faire tomber les masques. Et après, ça sera beaucoup plus facile de montrer au monde, comprenez?
Parce que quand tous ceux qui ont enterré leurs proches et leurs amis après le Cataclan, à titre d'exemple, vont se rendre compte que tout ça c'est du pognon et du fric uniquement, du pétrole qui est vendu au noir, mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est des milliers de barils venant de Daesh qui sont vendus au noir, aux grandes puissances, sans facture, sans rien, etc. En plus, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose que je vous ai déjà dit. Mais en vérité, pourquoi l'Occident comploteur a besoin des organisations terroristes? Mais parce que c'est le seul endroit au monde où on peut faire circuler de l'argent noir. J'explique. Expliquer. D'accord? L'Union européenne donne 150 millions d'euros au Hamas pour reconstruire Gaza. Très bien. Maintenant, quelqu'un va contrôler ce qui se passe avec les 150 millions d'euros versés au Hamas. Quelqu'un oserait vérifier? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne dit au Hamas: on vous donne 150 millions d'euros, d'accord? Personne ne vérifiera ce que vous en faites. Vous nous en redonnez à nous, les décideurs, 50 millions en petites valises. Et c'est comme ça que les décideurs se retrouvent avec 50 millions de dollars. Maintenant, j'ai pris 150 millions de dollars, mais je peux aussi parler de 15 milliards d'euros. C'est du blanchiment, alors. C'est du blanchiment, mais c'est que ça. Mais vous vous rendez pas compte le fric que font les Occidentaux avec les mouvements terroristes, puisque c'est le seul endroit où on peut mettre de l'argent qui n'est pas vérifié. Mais n'importe quel riche rêve de trouver quelqu'un à qui on peut confier 100 000 pour récupérer 20 000. C'est évident. Et donc automatiquement, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les comploteurs ont énormément d'argent noir, etc. Maintenant, quelle est l'organisation secrète au monde qui a le plus besoin d'argent noir? C'est la CIA, parce que le Congrès ne vote pas suffisamment d'argent. Alors qu'est-ce que fait le Congrès? Qu'est-ce que fait la CIA? Ils flirtent avec toutes les organisations terroristes, des échanges d'argent, etc. C'est de l'argent noir qui permet à la CIA de pouvoir faire des actions secrètes sans que le Congrès soit au courant, puisque le budget n'a pas été voté par le Congrès. Bon, tout le monde fait plus ou moins ça. Tout le monde a besoin de l'or. Même n'importe quel petit artisan, il a besoin d'une caisse noire. C'est évident. Le monde ne peut pas fonctionner sans ça. Mais quand c'est au niveau des politiciens, mais c'est phénoménal. Donc ne vous étonnez pas si tout d'un coup l'Union européenne va donner à telle organisation, pas terroriste, militante bien sûr, des centaines de millions d'euros. Mais parce que les 10 parlementaires qui sont à l'origine du vote vont recevoir chacun une valise dans laquelle il y aura 20 ou 30 millions d'euros. C'est l'aubaine pour eux. C'est ce que moi j'appelle, Olivier, le complot. Que le mot tu n'aimais pas, ça veut dire c'est que du business en vérité. Les Yazdines, on s'en fout royalement, c'est pas le problème. Enfin, les Yazdines ne vont pas nous empêcher de gagner 30 millions d'euros par mois quand même. Enfin, espèce d'imbécile, les Yazdines, crevez. Comprenez? Donc ça intéresse qui les Yazdines? Et des chrétiens crucifiés? Enfin franchement, vous avez entendu le pape se révolter contre les chrétiens crucifiés. Vous avez entendu le pape dire on va faire une manifestation dans le monde entier qui va regrouper 700 millions de chrétiens jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Non, mais pourquoi? Enfin, ce ne sont que des chrétiens crucifiés. Enfin, ça rapporte beaucoup d'argent à tout le monde quand même. Bon, arrête-toi, Chaim, arrête-toi. Mais moi, je comprends pas. Je veux dire... Tous les jours on crucifie des chrétiens. Tiens, je crois que c'était les juifs qui avaient crucifié Jésus. Non, c'est avec les musulmans qui crucifient des chrétiens. Bon, ils diront, la ministre de l'extérieur, des affaires étrangères suédoise va dire, bon, ils l'ont appris des juifs. Très bien. Allez. Bon, bref, Bekitsour, un instant, je termine juste ma phrase. Ce qui nous manque, laisse-moi, je termine en phrase, après tu peux parler. Ce qui nous manque, mes amis, mais c'est ce qui est en train de se passer, c'est un Yosef. Yosef, sa flamme, on va bientôt le présenter. Yosef, sa flamme, elle va arriver à faire tomber la bouche de Esav, et quand la bouche de Esav sera tombée, ça sera la délivrance. Je vous répète qu'il n'y a pas cours demain matin. N'oubliez pas, il n'y a pas cours demain matin. Alors, si on